Chapitre 1, loi générale d'électricité. Le courant électrique. Donc nous allons définir dans un premier temps la nature du courant électrique. Le courant électrique est donc un mouvement de porteurs de charge, par exemple des électrons chargés à moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, ou des ions comme des ions sodium Na+, ou des ions Cl-. Pour qu'il y ait un courant électrique dans un circuit, donc je vous ai présenté ici deux schémas. Un premier schéma qui présente un interrupteur ouvert, le second un interrupteur fermé. Dans le premier cas, l'interrupteur étant ouvert, c'est-à-dire le circuit n'est pas fermé, eh bien, nous n'avons pas de courant. Il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait un courant, il faut qu'il y ait au moins une source d'énergie dans le circuit. C'est ce que j'ai noté ici, générateur. Donc, premier cas, pas de courant puisque l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert, donc il n'y a pas présence de courant électrique. Par contre, dans le second cas, le circuit est bien fermé, on a un générateur, comme dans le cas présent, mais la différence, c'est que nous avons un interrupteur fermé, c'est-à-dire passant. Dans ce cas, nous avons un courant électrique. Un circuit électrique est constitué de, on va dire, trois parties. La partie générateur, la partie charge et la connexion qui s'effectue entre les deux, par exemple ici par l'intermédiaire d'un interrupteur. 1,2. L'intensité du courant électrique. Donc ici nous représentons le déplacement de charge par des électrons. Donc nous avons défini un tube dans lequel, donc un morceau par exemple de câble, dans lequel nous avons les électrons qui se déplacent. Donc à une vitesse, il faut savoir que la vitesse est assez lente. Donc durant un temps t, nous avons un certain nombre de particules, donc un certain nombre d'électrons, d'où la notation n. La quantité de charge qui va passer à travers la surface S va donc être notée Q égale N fois E. Q est une quantité de charge, elle va donc être exprimée en coulombs, puisque les électrons sont exprimés en coulombs. L'intensité du courant électrique est donc définie comme étant égale à Q sur T, c'est-à-dire la quantité de charge qui va traverser la surface S pendant un temps t. Les différentes unités. Q est exprimé en coulomb, le temps en secondes, et donc l'intensité en ampères. Ici, quelques sous-unités. Le milliampère, qui correspond à 1 milliampère, est égal à 10-3 ampères. 1 microampère, qui correspond à 10-6 ampères. Et 1 ampère, en fait, correspond à 1 coulomb par seconde. Et si nous regardons 1 coulomb par seconde, ce qui fait 6,25 10 puissance 18 électrons par seconde. Voilà. Je vous pose par exemple la question ici, comment est-ce que j'ai déterminé cette quantité d'électrons par seconde qui vont traverser la surface S pour avoir 1 ampère? Ça peut être un petit exercice à réfléchir. 1.3. Sens conventionnel et sens réel du courant électrique. Vous avez donc des gens qui sont daltoniens et qui ne vont pas percevoir le rouge du vert. Donc pour cette raison, le rouge est toujours mis au-dessus du feu et le vert toujours en bas du signal tricolore. Ceci est appelé une convention. Eh bien, en électricité, de façon à ce que nous puissions nous comprendre d'une région à une autre, ou pour que deux scientifiques puissent se comprendre, eh bien, il va falloir qu'on soit capable de parler le même langage, d'où la notion de convention. Alors, dans ce premier cas, nous avons I conventionnel et nous avons I réel. Si maintenant, le courant conventionnel I conv est positif, c'est-à-dire par exemple ici I est égal à 2,5 ampères, eh bien dans ce cas, cela veut dire que le courant réel et le courant conventionnel, eh bien, circulent dans le même sens.
Si maintenant nous imposons un courant conventionnel I-conv et que notre mesure est négative, par exemple ici I égale moins 0,35 ampères, la mesure, puisque ce que nous mesurons c'est I conventionnel, nous mesurons I-conv, nous le trouvons négatif, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que le courant réel circule dans le sens inverse à celui de la convention. Alors I-conv, nous n'allons plus le noter I-conv, mais nous le noterons I tout court. 1,4. Mesure de l'intensité du courant. Donc ici, nous représentons l'appareil qui va permettre de mesurer l'intensité du courant. Eh bien, cette intensité se mesure à l'aide d'un ampèremètre qui va se brancher en série. Cet ampèremètre branché en série, eh bien, présente deux bornes, une borne COM et une borne A appelée la borne ampère. Donc pour cela, nous devons mesurer le courant conventionnel I que j'ai fléché ici sur le schéma. Donc I étant fléché, pour savoir dans quel sens nous branchons l'ampèremètre, eh bien, il suffit de savoir que I rentre par la borne A et sort par la borne COM. Quelquefois, à la place de la borne A, la borne ampère, nous avons une petite étoile. Comme nous sommes en continu, en régime continu, l'ampèremètre doit être positionné en DC, DC Direct Current. 1,5. Loi des nœuds. Nous allons réaliser ici un petit schéma avec trois courants, donc trois branches, I1, I2 et I3. Nous avons noté par convention ces trois courants et nous allons définir un nœud. Donc le nœud correspond au point d'intersection entre ces trois branches. Eh bien, nous allons regarder quels sont les courants qui vont arriver au nœud. Alors dans un premier temps, lorsque nous avons un schéma, il va falloir flécher les différents courants. Lorsque les différents courants sont fléchés, il faut définir les nœuds. Donc ici, je vous ai fléché nœud. Alors c'est une forme de bifurcation. Eh bien, ensuite, on repère les courants entrant dans le nœud ou arrivant dans le nœud et les courants qui vont sortir du nœud. Et ensuite, la loi des nœuds nous dit tout simplement que la somme des intensités arrivant au nœud est égale à la somme des intensités sortant du nœud. Ici, nous avons I1 et I2 qui arrivent dans le nœud et I3 qui repart du nœud. Donc I1 plus I2 est égal à I3. Ici, nous avons différents exercices qui vous sont proposés. Donc je vous laisse les découvrir. Dans un premier cas, c'est un montage classique. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un 7805. Alors IE, c'est son courant d'entrée, IS, son courant de sortie, et IM, le courant au niveau de la masse. D'ailleurs, IM est fléché dans l'autre sens, mais bon, peu importe ici, c'est une convention. Eh bien, IE plus IM est égal à IS. Le premier cas, c'est le même style que l'exemple donné au départ. Ici, dans le troisième cas, nous avons ce que l'on appelle un transistor. IE, c'est le courant d'une borne qui s'appelle l'émetteur. IC, c'est le courant du collecteur. IB, le courant de la base. Tout ce qui arrive dans le transistor, c'est-à-dire IB plus IC, est égal à tout ce qui va ressortir du transistor, c'est-à-dire IE. Un petit cas intéressant. Ici, nous avons I1 qui fait 200 mA, I3 qui vaut 0,47 A. Et maintenant, nous avons trois branches qui présentent une particularité. C'est que ces trois courants, les courants de ces trois branches, eh bien, entrent dans le nœud. Il n'y a pas de courant sortant du nœud. Cela pose-t-il un problème? Pas du tout. Nous appliquons la loi des nœuds, I1 plus I2 plus I3 égale au courant sortant, il n'y en a pas, donc égal à 0. Comme je recherche le courant I2 ici, puisque je connais I2, I1 et I3, eh bien ce qui me fait I2 égale moins I1 moins I3, c'est-à-dire égal à moins 670
milliampères. Alors, moins 670 milliampères, ça veut dire tout simplement que le courant I2 réel, ici c'est le courant I2 conventionnel, le courant conventionnel vaut moins 670 milliampères, le courant réel vaut tout simplement plus 670 milliampères, mais ça ne nous intéresse pas de connaître la valeur du courant réel. Ce qui nous intéresse, c'est notre courant conventionnel, puisque c'est celui-là que nous avons sur notre schéma. Deuxièmement, tension électrique et loi d'émail. De 1, notion de tension et représentation. Ici, je vous ai dessiné une petite montagne avec en bleu donc la mer, le niveau de la mer, au point C, au point B, une première ville, par exemple, et au point A, une autre ville. Eh bien, lorsque nous allons définir les altitudes, l'altitude HA du point A par rapport à la mer va être par exemple de 1000 mètres. L'altitude du point B par rapport au niveau de la mer va être par exemple 400 mètres. Eh bien, si nous voulons connaître l'altitude, la différence d'altitude entre le point A et le point B, donc HAB, nous allons faire HA moins HB, 1000 moins 400, c'est-à-dire 600 mètres. Ça, c'est la différence d'altitude. Eh bien, pour les tensions, il en est de même. Donc, nous avons ce que l'on appelle le potentiel du point A, qui va donc nous donner VA, donc c'est la tension du point A par rapport à la masse, on appelle ça un potentiel, une tension par rapport à une masse porte nom de potentiel. Donc VA, potentiel VA, le potentiel VB. Et bien pour connaître la tension UAB, nous allons faire VA moins VB. De 2, représentation d'une tension. Donc nous venons en quelque sorte de le voir, la tension UAB qui est égale à VA moins VB. Alors UAB, la première lettre, c'est la lettre qui est située au niveau de la flèche, B au niveau de la pointe de la flèche, B au niveau de la base de la flèche. Et si nous fléchons la tension UBA, nous observons que UBA est égal à moins UAB. Quelles sont les unités ou l'unité? Donc l'unité de la tension, c'est le volt. Nous allons avoir les sous-unités, les sous-multiples. 1 millivolt, 10-3 volts. 1 microvolt, 10-6 volts. Et enfin, 1 kilovolt est égal à 10 puissance 3 volts. 2.3. Mesure d'une tension. La tension se mesure à l'aide d'un voltmètre que l'on branche en dérivation. Nous disons encore en parallèle. Alors maintenant, nous avons vu qu'entre UAB et UBA, nous avons un signe qui les différencie. Eh bien, ici, il va vraiment falloir mesurer UAB. Alors pour cela, nous allons observer la base de la flèche et la pointe de la flèche. Le voltmètre présente deux bornes, la borne COM et la borne volt. La borne COM est placée au pied de la tension. La borne volt est placée sur la pointe de la flèche. D'ailleurs, la pointe de la flèche, nous avons en quelque sorte une lettre V. Donc bien faire attention au niveau de la mesure de la tension. 2.4. Loi d'émail. Donc la loi d'émail est une loi essentielle d'étude d'un circuit. Ici, je vous propose un schéma donc constitué de différentes branches. Lorsque nous voulons appliquer la loi d'émail, nous devons flécher chacune des tensions. Nous pouvons les appeler par des lettres ou encore comme ici par des chiffres, donc U1, U2, U3 et U4. Et ainsi que E. Ayant fléché toutes les tensions du montage, eh bien, nous allons définir ce qu'on appelle des mailles. Des mailles, c'est en fait des boucles. Donc ici en rouge, une première boucle où vous avez E, U1 et U2 dans cette boucle. Cette maille, donc cette boucle je vais appeler maille, cette maille, je vais lui donner un sens positif. Maintenant, toutes les tensions qui vont être dans le sens plus, qui appartiennent, donc les tensions qui appartiennent à ma maille, toutes les tensions qui vont être dans ce sens plus, je vais les noter avec un signe plus devant. Toutes les tensions qui vont être dans le sens inverse, je vais mettre un signe moins. Alors par exemple, je commence au pied de la tension E et je me déplace sur la maille. J'ai donc
E plus E, pardon, moins U1, moins U2, et comme je reviens au point de départ, est égal à 0. Une seconde maille, voilà, je lui donne un sens positif arbitraire, toujours pareil, donc la maille 2. La maille 2 va être constituée de E moins U1, U4, enfin UE, U1, U4 et U3. Donc maintenant, je regarde comment sont fléchées mes différentes tensions. Est-ce qu'elles sont dans le sens plus ou dans le sens moins? Je commence ici ma maille, par exemple, au pied de la tension U3. Et je vais revenir à la tension U3 après avoir balayé l'ensemble de ma maille. Donc je vais avoir plus U3, moins U4, plus U1, moins E, égale 0. Je vous invite à bien vérifier cette loi des mailles. Mais ce n'est pas fini, il existe encore une maille, c'est la maille 3, qui est constituée des tensions U2, U4 et U3. Donc nous définissons un sens arbitraire, de nouveau. Nous observons les tensions, on va démarrer au pied de la tension U2, donc plus U2, plus U4, moins U3, égale 0. Voilà. Il existe une autre façon d'appliquer la loi des mailles, nous dirons plutôt la loi d'additivité des tensions. Donc nous avons ici un petit exemple avec deux composants, deux dipôles, un dipôle 1, un dipôle 2 que l'on a placé ici en série. Et donc nous fléchons la tension U1 et la tension U2. Et U est la tension d'ensemble. Si par exemple au pied de U1, supposons c'est la ville de Marseille. Entre les deux dipôles, nous avons la ville de Lyon et au sommet des dipôles, nous avons la ville de Paris. Eh bien, si je veux faire Marseille-Paris, je vais faire Marseille-Lyon plus Lyon-Paris au niveau kilomètre. Eh bien, pour la loi d'additivité des tensions, il en est de même. J'ai donc U qui est égal à U1 plus U2. Ceci est appelé la loi d'additivité des tensions.